Retour vers le futur. Salut à tous, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 d'Higurashi. Du coup la semaine dernière j'avais fait une vidéo très longue pour vous expliquer en quoi l'épisode était génial. Il y a des choses intéressantes à dire encore une fois sur cet épisode, mais c'est le recommencement d'un nouvel arc, vu qu'on a changé de tome là. On est bien dans le tome 2, déjà truc que j'étais pas sûr que ça allait arriver. Bon, j'avais vu dans les images du teaser qu'on verrait Shion à l'Angel mort, etc. Mais je savais pas s'ils allaient intégrer ça différemment. Donc on est bien dans le début du tome 2, c'est-à-dire les personnages se rendent au magasin de jouets pour faire le concours et ils montrent un petit peu leur talent. C'est d'ailleurs une scène intéressante. On va commencer par là. Alors c'est une scène que j'aime déjà excessivement dans le visual novel, elle est très cool cette scène parce que elle permet, elle est moins détaillée ici évidemment, mais elle permet toujours d'introduire les capacités, disons, surhumaines des persos, de voir qu'ils se détachent vraiment de la masse et de comprendre en quoi le club c'est plus qu'un simple club de jeu. Comme dirait Mion, c'est plus une sorte de mise à l'épreuve de l'individualité de chacun et de leur esprit pour survivre dans une société. Alors comme je l'ai dit, c'est beaucoup moins détaillé ici, vu que forcément la scène dure beaucoup moins longtemps, mais quand même, ils ont conservé les trucs principaux, c'est-à-dire qu'on voit que Rika joue beaucoup de ses charmes de petite fille kawaii et mignonne pour se constituer son propre fan club et réussir un petit peu tout ce qu'elle entreprend comme ça. On a Satoko qui, elle, gagne en utilisant sa ruse, son astuce et surtout la triche, évidemment. Mion qui est toujours un peu énigmatique dans sa façon de gagner et qui a ce côté supérieur dans le sens, elle est tellement balèze qu'on comprend pas ce qu'elle fait. Et Rena qui du coup utilise son mini mode pour choper absolument tout ce qui va dans son sens. C'est d'ailleurs ça qui fait de Rena un petit peu la plus proche de Keiichi en termes de talent et pas la plus cartoonesque et la plus surhumaine, parce que vraiment là on entre dans le délire de les personnages deviennent des personnages des Looney Tunes qui font des trucs de ouf, etc. Mais Rena se rapproche plus de Keiichi dans le sens où elle, son atout est limité dans le temps et où elle est plus terre à terre et moins dramatique. Et Keiichi qui du coup a toujours cette image de mec qui galère au milieu du groupe de filles, mais qui contrairement à n'importe quel héros de School Life, et c'est ça qui est génial avec le personnage de Keiichi, c'est qu'il arrive toujours à retourner les situations à son avantage rien qu'en parlant. Il a un super pouvoir qui peut le placer au-dessus de tous les autres persos, mais qui demande un certain temps d'activation, ce qui fait qu'il peut être victime de moquerie, mais quand il retourne la situation, c'est souvent très impressionnant. C'est pas le mieux dans cet épisode, même si dans cet épisode c'est déjà très drôle, c'est le coup de... Alors, Tomita Okamura... En fait, on a les prémices d'un truc qui va un peu définir Keiichi, c'est la passion. La passion, bien prononcé comme ça, qui est donc son arme secrète qu'on commence à voir dans cet épisode et qui est extrêmement drôle à chaque fois qu'on la voit. C'est ce truc de, à chaque fois qu'il va discuter avec des mecs, il va avoir cette tendance à te retourner le cerveau avec des trucs complètement débiles, même des trucs qui peuvent paraître assez chelous en fait, mais qui, pris comment c'est fait, c'est un politicien. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, c'est un politicien. Il peut te dire des trucs complètement dégueulasses, mais si c'est bien le dire, t'y croiras. Alors il n'y a pas eu spécialement de gros passages d'animation, bon il y a Rena qui tape les cartes évidemment, mais c'est pas une animation de ouf ça non plus. Ils se sont plus conservés sur un autre aspect de l'épisode à ce niveau-là, qui est... dont on va en reparler un peu après parce qu'entre le temps il y a une autre scène. La scène où Mion reçoit sa poupée. Scène qui paraît évidemment anodine pour l'instant, mais qui aura son importance capitale plus tard. Chose qui m'a surpris, et qui fait que même si on est dans le tome 2, on voit que l'anime a une volonté quand même de conserver une part d'originalité, même si voilà, c'est encore une fois, là on est vraiment très ancré dans le tome 2, les événements se déroulent vraiment de la même façon, mais il y a cet élément là qui n'est pas pareil, et qui est le coup de Keiichi donne la poupée à Mion, et surtout Rika lui donne le conseil de la donner. Enfin, c'est un truc un peu spécial, il lui donne pas, si on fait attention au dialogue, il lui donne pas spécialement, Rika lui donne pas spécialement l'indication de donner la poupée à Mion, mais elle l'encourage à le faire, dans un certain sens, mais c'est quand même Keiichi qui le fait de sa propre réflexion, ce qui a aussi son importance, même si ça paraît anodin. Je vais pas en parler énormément tout de suite, parce qu'encore une fois, voilà, pour le moment c'est qu'un détail, mais faudra revenir là-dessus. Ça fait partie de ces nombreuses choses différentes propres à l'anime que j'attends de voir comment ça va être fait, qui m'avaient pas déçu dans le tome 1, et donc je pense que ça va pas me décevoir ici. Voilà, reste juste que... encore une fois, tome 7 quoi. Qui est d'ailleurs le seul choix de tout visual novel, parce que évidemment quand on parle de sound novel, visual novel, on parle souvent de récits à choix. Dans Higurashi ce n'est pas le cas.
À part pour ce choix-là, qui... En fait, je sais même pas vraiment s'il est très important hein, dans le jeu. Ok, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de vous montrer ça, parce que il me semble pas avoir déjà fait le test ou avoir regardé sur internet ce que ça faisait quand on faisait ce choix-là, parce que moi, à la base, j'avais juste laissé Keishi faire de lui-même, quoi, donc je sais pas ce que ça fait, on va voir. Au pire, si je trouve pas, hein, si ça n'a pas des effets immédiats, je regarderai sur internet hein, la différence. On verra ça, on verra ça. Donc, on va lui dire de donner la poupée. Je vais me rapprocher, bien décidé à lui porter conseil. Si Mion devait m'entendre lui dire la lui donner, elle prendrait la mouche et refuserait mordicus. Je devais donc absolument lui parler à voix basse, sans me faire remarquer. C'est vrai que, bon, voilà quoi, c'est pas très dissimulé dans l'épisode là, mais c'est pas grave. Je vais faire vite pour ne pas attirer les soupçons. Je vais piquer le dos avec un doigt pour lui dire de faire signe. Keishi, c'est celle qui en dit... C'était un indice gros comme une maison que je voulais lui donner, mais Keishi ne me laissait... Ah! Ça va, c'est bon, je suis pas complètement idiot non plus. Je n'avais rien dit. Et pourtant Keishi avait compris. Il restait interdit, me demandant quel moyen de communication il avait bien pu déceler. Keishi se tourna alors vers Mion et lui lança d'un ton un peu moqueur. Ah d'accord, donc bah ça... Ok, il lui refile. Et ouais, bah écoute, cool. Non, je savais pas honnêtement. Bon, mais pour l'instant, sans partir sur ce qui va se passer après, le gros morceau de l'épisode, c'est l'introduction de Sonozaki Shion. On entend le nom des Sonozaki aussi. Alors, il me semble qu'il avait été prononcé de manière subreptice dans le tome 1, mais on n'avait pas insisté là-dessus, et surtout, comme je l'avais dit, on n'avait pas insisté sur le côté les oncles de Mion et la famille Sonozaki qui est plus ou moins... qui en fait est très très présente à Inamizawa et ses alentours, et qui du coup aura son importance, qui vont sûrement faire ça progressivement. Et du coup on a l'introduction de Sonozaki Shion, qui est le portrait craché de Mion, vu que c'est sa sœur jumelle, et tout ce délire autour de est-ce que Shion est Mion, qui dans l'épisode m'a assez surpris vu comment c'est fait. Alors en fait il y a une confusion volontaire entre Shion et Mion, qui sont jamais au même endroit, qui sont dans des situations tout le temps qui les mettent mal à l'aise, et qui du coup peut insinuer qu'elles mentent sur leur identité, mais on sait pas trop si effectivement il y a deux sœurs jumelles, ou si c'est l'une qui se fait passer pour l'autre. D'ailleurs maintenant que je me rends compte, la scène de la poupée va plutôt bien avec ça, parce que du coup c'est elle qui t'introduit le caractère garçon manqué de Mion, mais son côté quand même, voilà, j'essaie de rester, j'aimerais bien être plus féminine. Voilà. Le truc c'est que il y a cette confusion volontaire qui est faite, mais dans l'épisode, je sais pas, je pense que c'est fait exprès, mais on la ressent pas vraiment cette confusion. En tout cas, on ressent pas que Keishi a vraiment un doute là-dessus. Donc la première scène où il rencontre Shion, c'est à l'Angel Mort, le café. Et il fait le truc habituel de oui mais non, je suis sa sœur et tout. Là il y a Keishi qui, bon, s'affale sur ton truc et dit oui je te crois, etc. À ce moment là on n'est pas sûr de ce qu'il pense vraiment. Plus tard il parle de ça à Rena, qui du coup n'était pas non plus au courant que Mion avait une sœur. Et Rena qui... Tu sens qu'elle a pas vraiment de doute elle, et Keishi la conforte dans ce truc là, lui dit t'inquiète, elle ment pas. Ok, tu sais pas si elle le dit juste pour conserver un truc entre Rena et Mion, ou on sait pas trop en fait. Et après, vers la fin de l'épisode, on te parle de l'habit ne fait pas le moine, oui, c'est pas parce qu'un mec se comporte comme ça qu'il est comme ça, etc. Ce qui... En fait, on dit jamais clairement si Keishi pense que Shion est Mion, ou si il pense vraiment qu'elle existe. La logique voudrait qu'il pense que Mion se fait passer pour Shion, hein, pas juste parce que c'est le plot dans le visual novel de base, mais parce que tu la vois, Shion qui a l'air ultra gênée en mode oui, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais vas-y, crois-moi s'il te plaît, etc. Et qui voudrait du coup éviter de se taper la honte en mode je travaille comme serveuse et je suis plus gentil avec Keishi quand je suis en mode Shion. Ce qui d'ailleurs est un trompe-l'œil, ça aussi, faudra en reparler.
Mais voilà, il y a cette confusion volontaire et même en parler c'est assez confus en fait parce que on sait pas vraiment où l'anime veut en venir avec ce délire là. Je pense que ça sera exploité dans l'épisode suivant. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ce qui se passe dans le VN ou est-ce qu'ils vont modifier? C'est ça, parce que là ils gardent la base mais ça veut pas dire qu'ils vont pas en faire autre chose comme les épisodes 3-4 déjà. C'est assez confus, mais je pense que c'est volontaire. Je pense qu'ils nous affirment pas clairement que Keishi pense ceci ou pense cela, pour que nous-mêmes on se pète dans le truc et qu'on se dise je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire ah d'accord, elles sont sœurs jumelles, ou ah putain c'est le même, n'importe quoi, qu'est-ce que t'essaies de me faire gober là? Si ça peut marcher, pourquoi pas. Mais je vais quand même parler un peu de Shion parce que c'est quand même un tout nouveau personnage hein, qui aura son importance capitale, surtout dans ce tome là. Et qui du coup est un perso qu'on nous présente comme étant plutôt sympathique, qui est plutôt douce, contrairement à Mion qui serait une garçon manqué, etc. On n'a pas forcément méga insisté là-dessus dans le tome 1 comme je l'avais dit, vu que ça se concentrait pas tant que ça sur les persos, mais ça passe. Le fait de nous le montrer comme ça passe plutôt bien. Bon après évidemment c'est de la reprise des Sunny Visual Novel donc forcément il y a le truc de on reprend la construction qui marchait donc elle marche. Mais voilà, l'anime arrive à bien retranscrire ça. On a, bon il faut que j'en parle à un moment donné évidemment, on a la poitraille, les melons de sortie si tu veux, qui sont la différence principale qu'on remarquera entre Mion et Shion. Voilà, à un moment c'est ça, c'est l'un des seuls trucs qui les différencie, c'est à part le fait qu'il y en a une qui se met souvent une queue de cheval, c'est que Shion est mieux pourvu de sa nature par la nature. Il se trouve effectivement que la plastique que vous voyez présente ici est déjà un détail qui faisait tiquer dans le VN. Alors ça se voit pas sur, voilà, sur la version Steam du jeu qui du coup donne une poitraille énorme à peu près tous les persos, même les plus jeunes, ce qui est dérangeant. Non, honnêtement là les deux elles sont aussi bien fournies l'une que l'autre sur cette version là. Par contre si on prend la version originale du sprite, d'ailleurs il est coupé à la taille donc c'est parfait, on peut voir que même si Mion est tout à fait charmante et tout à fait pourvue des attributs qui font d'elle une très bonne femme. Putain, cette vidéo est problématique. Eh bien, vous pouvez voir que Shion est effectivement plus gâté par la nature. Ouais, je suis en train de vérifier, même sur la version PS2 du jeu. Alors c'est peut-être un peu moins flagrant, vu que bon là du coup, Mion a un gilet en plus. Mais ça se voit aussi là. Elles sont... tu vois, il y a quand même une petite différence. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient respecté ça dans le nouvel animé. On reprend parce que là je pars en... Et l'épisode, peut-être dans une beaufrie crasse, peut-être dans l'intention de toucher le public masculin réceptif à ce genre de choses, qui fera particulièrement attention à ce genre de détails, donne une poitrine maximale à Shion, là où Mion est très bien fournie, mais moins quand même, ce qui laisse à penser que soit elle se gonfle les ballons entre deux discussions avec Keishi, soit c'est pas la même. En vrai je rigole mais l'animation de l'épisode est vachement sympa je trouve, notamment au niveau du dessin. Il y a plusieurs moments où la tronche de Keishi me fait assez sourire, me fait assez repenser à certains passages de l'histoire qui sont bien dans le ton, et du coup le dessin, l'animation est plutôt sympathique, et donc cette introduction de personnages est somme toute c'est correct. Évidemment il faut attendre de savoir si c'est effectivement elle ou si c'est effectivement une autre pour que ça se développe en ce sens là. Et d'ailleurs de ce côté là il y a une insistance assez violente sur le côté gênance, romance, autre truc en anse, qui constitue le cœur de la relation, le triangle Shion-Mion-Keishi, que lui n'existe ou pas, ça n'a pas d'importance, ça forme quand même un triangle, qui est beaucoup plus insistante là-dessus, et je pense que c'est fait, encore une fois volontairement, pour en faire un élément assez majeur, vu que là Keishi n'a pas une considération genre « Oh Mion c'est trop un homme, elle se fait trop passer pour une fille avec Shion,
mais en vrai, putain, trop un garçon manqué, quoi. Et sa personnalité, sa personnalité chiant, entre guillemets, c'est pour me duper, etc. Comme j'ai dit, déjà, on n'a pas cette insistance sur le doute de Keishi. Et ensuite, même si en fin d'épisode, on nous parle, oui, je pense que... il faut savoir que la vie ne fait pas le moine et que machin. Et du coup, le fait de mettre une romance vraiment entre... T'as d'un côté Keishi, quand il parle à Mion, Mion est ultra gêné, et Shion est ultra gêné aussi, parce qu'en fait, il pense que leurs actions se regroupent. C'est-à-dire que quand Mion parle de son boulot, il rencontre Shion en tant que serveuse. Quand elle lui apporte à bouffer, le lendemain, il rapporte la boîte à Mion, qui est au courant. Il y a cette confusion volontaire, encore une fois, pour faire dire, ok, même si effectivement c'est deux personnes différentes, laquelle je choisis tout simplement. Oui, alors c'est très con dit comme ça, ça fait très encore une fois vidéo problématique, mais laquelle, je vais pas prendre les deux, même si l'une veut me draguer et l'autre veut me draguer, je fais quoi moi? C'est pas encore exploité dans l'épisode de cette façon là, mais je sens que ça va venir sur ce côté là, et ça peut donner une nouvelle dimension au tome 2 qui ne sera pas une histoire, qui sera une histoire plus concentrée sur la romance du coup. Parce que c'est vrai que le tome 2, tome 5, il y a de la romance, mais voilà, passer le premier quart, c'est plus tellement important. C'est un élément de fond qui sert à justifier les choses, mais c'est pas central. Alors que là, s'il part dans cette direction-là, ça peut être intéressant. Sachant que globalement, on peut partir de n'importe quelle situation, tant que ça exploite le background des personnages, et que ça permet de les connaître plus en profondeur et d'exploiter du coup le côté horrifique, pourquoi pas? Alors oui, ça reste un peu nunuche, ça reste oh, tu m'offres une boîte, attends mais dis pas ça prête à confusion si tu dis ça que je t'ai apporté à manger, etc. Mais bon, il y a quand même ce côté taquin, ce côté Keishi qui déconne quand même, Rena et Erika et Satoko qui déconnent aussi. Donc voilà, ça reste plutôt dans le ton. Et Mion qui paraît gêné, encore une fois, c'est toujours un plaisir à voir vu quand on connaît son comportement de base. Bon, et du coup, pour finir, on va parler du côté horrifique qui est pas vraiment introduit avec cet épisode, sauf pour deux détails. Alors, un qui m'a surpris et un qui est dans le VN de base. Alors, déjà, Rena. Comme j'ai dit plusieurs fois, il y a ce moment où on insiste sur oui, la vie ne fait pas le moine, c'est pas parce que l'une se comporte comme ça que forcément c'est un garçon manqué, etc. Parce qu'il y a un indice à propos de Chion, évidemment, mais ça, voilà, j'en parle pas tout de suite. Mais il y a un moment où on insiste vachement là-dessus sur Rena. Alors c'est un truc qui est encore une fois dans le VN de base, mais dans le VN, c'est une blague. C'est vraiment, ouais, vas-y, attends, tu dis que Satoko, c'était une pleurnicheuse, et que Mion, elle est très féminine, ok, et toi, Rena, ça voudrait dire que, attends, là, tu parais être une femme parfaite, mais c'est qu'en vrai, tu es une femme qui décapite des gens. Dans l'épisode précédent. Et justement, comme là la transition est beaucoup plus rapide, dans cet épisode 5, épisode 4, épisode 5, encore une fois, Rena, dans le dernier épisode, nous a été présentée comme une psychopathe. Elle nous a été présentée comme la meuf qui arrive chez Keishi qui lui arrache la gorge. Cet épisode a la très bonne idée. Ça m'a interrogé un peu au début, mais après je me suis dit putain c'est bien. Très bonne idée donc, de faire en sorte de quand même mettre ce doute sur Rena. De pas juste traiter ça à la blague, de mettre encore une fois cet effet, je sais pas comment ça s'appelle en animation, la longue focale sur un plan rapproché qui fait que derrière t'as une profondeur de champ beaucoup trop vénère sur un truc qui est vachement proche. Et du coup ça crée un effet dérangeant. Et les expressions faciales de Keishi qui laissent suggérer, il se pose même la question en lui-même, mais si effectivement elle n'est pas comme elle le laisse suggérer. Voilà. Ce qui va du coup aussi avec le fait qu'il y avait eu des réminiscences déjà dans le tome précédent et qui m'avait beaucoup surprise. Si on utilise des réminiscences dans ce tome-là, c'est-à-dire le fait de se rappeler d'événements qui ont eu lieu dans les tomes précédents, oui, c'est cohérent. Et ça laisse ce micro-doute sur Rena qui, je pense, va être un peu poursuivi tout le long. Puis, je sais pas à quelle conclusion ça va arriver, mais je pense que ça va être... peut-être qu'ils vont exploiter Rena dans ce tome-là plus comme une antagoniste que dans le tome 2 de base.
Ou alors peut-être que je me prends juste la tête et que ça va être une sorte de référence du 4e mur pour le spectateur qui vient de sortir l'épisode 4 et se dit putain mais Rena, arrête de te faire passer pour une gentille fille, tu es folle. Voilà, peut-être que c'est juste ça, mais ça m'étonnerait que ce soit laissé en bon. Et du coup, le cliffhanger de l'épisode, Keiichi qui se fait racketter par des racailles tout droit sortis de GTO, et qui, du coup, Shion arrive et fait son regard assez flippant, et les autres personnes du village qui sont derrière, en mode à se regrouper, et qui font assez peur. Deux choses principales, déjà comme dans l'épisode 1, c'est l'introduction de la bizarrerie de... quand même, m'a fait assez flipper à ce moment-là, on aurait dit des démons, etc., qui sera du coup introduit dans l'épisode suivant. Deuxièmement, ça exploite aussi ce qu'on a vu dans la scène juste avant avec l'habit ne fait pas le moine, où on nous montre déjà Shion sous un aspect qui paraît plus dur, plus sec, sans vraiment comprendre trop pourquoi. Parce que évidemment, oui, il faut protéger Keiichi, mais elle arrive pas en mode attendez, excusez-le, etc. Elle arrive vraiment en mode vénère. Et c'est un petit indice aussi sur son background, mais c'est surtout une exploitation de est-ce que Shion, elle aussi, aurait une part cachée si effectivement c'est pas le même personnage, et voilà, jusqu'où va cette personnalité changeante, pour ne pas dire cette double personnalité. Mais tout ça, c'est des trucs qui seront poursuivis dans l'épisode suivant, donc je vais attendre pour en parler. Bon voilà, c'est tout pour cette review de l'épisode 5. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao. Et non, pas du tout, parce que du coup on se retrouve pour la deuxième partie sur, cette fois-ci, l'épisode 6. Bon, du coup je vous explique, en fait, j'ai tourné ce que vous venez de voir la semaine dernière en prévision de sortir le truc, et puis entre-temps j'ai décidé d'appliquer le nouveau format que j'avais réfléchi depuis un moment, et que je vais mettre en pratique à partir de maintenant, c'est-à-dire faire une review égale 2 épisodes, donc une review toutes les 2 semaines au lieu d'une review chaque semaine. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait tout simplement l'ancien format ne me convient plus. Je me suis rendu compte que ça me prenait quand même plus de temps que je peux pas prendre sur le script d'entrée que je suis en train d'écrire. Voilà, la vidéo est extrêmement en retard, hein, je reconnais. C'est pour vous dire, j'ai pas fini de tourner. L'épisode d'entrée est même pas en montage là. Enfin un peu, mais voilà. Parce que, tout simplement, faire des reviews chaque semaine, c'est un peu éprouvant quand tu fais d'autres trucs à côté, malgré le confinement, tout ça. Mais le truc, c'est que je me suis aussi dit que ça permettrait de condenser un petit peu la review, d'avoir, du coup, une semaine sans avoir besoin de tourner la vidéo pour pouvoir réfléchir à l'épisode qui sort, et puis compléter ça par le visionnage de l'épisode suivant. Et comme pour le moment on est sur un système de paquet de 2 épisodes qui se complètent plutôt pas mal en Higurashi, voilà, ça me semble pas mal. Et je vous rassure, la prochaine review devrait être mieux calculée et moins collée en morceaux comme ça. Mais voilà, là j'ai plus le temps, donc je fais ça comme ça. Du coup pour cet épisode 6, alors ça va peut-être être l'épisode où je vais être le moins jouasse, parce qu'il y a des trucs qui commencent à ne plus aller. Qui allaient bien avant, mais qui commencent à ne plus aller. Et par rapport à ce que je disais en partie 1, là c'est, oui, l'un des principaux problèmes. Il n'y a pas eu de lien avec le premier arc. Alors, c'est moins gênant que si ça n'avait pas été fait du tout, parce que ça a été fait dans l'épisode 2. Mais est-ce qu'on peut vraiment justifier tout un reboot d'un monde et tout un recommencement d'une intrigue et donner l'impression à son spectateur que on ne vient pas juste de voir du flan, surtout si les personnages vivent le truc comme s'il ne s'était rien passé. Il y a eu 2-3 indices, mais c'est pas non plus ouf, au niveau de Rena, j'avais dit, qui du coup est vachement délaissé dans cet épisode d'ailleurs, j'en attendais beaucoup plus, mais on va en reparler. Et est-ce qu'on peut justifier ça par juste une scène de l'épisode 2 qui en plus donne pas vraiment de réponse, et juste en mode un personnage a conscience qu'il est mort? Je suis pas sûr, On va se calmer, rien ne dit que l'intrigue de ce nouvel arc ne va pas aller vers cette direction-là, et ne va pas tenter de le justifier par la suite après avoir fait son intrigue autour de Shion et de Mion, qui elle aussi a pas mal de problèmes. Bon alors pour commencer avec l'épisode en lui-même, on reprend là où on en était en mode Shion qui va agresser les racailles avec ses yeux flippants et tous les villageois arrivent derrière. On a un petit côté surnaturel, etc. Qui, dans cet épisode, sera plus exploité que juste cette scène-là. Il y a pas mal de moments où c'est Shion, cette fois-ci, qui est en mode doppelganger, en mode j'ai une double personnalité,
et qui nous fait une Rena, j'ai envie de dire. On essaie de nous mettre un aspect assez menaçant sur Shion, et voilà, c'est plus une intention type tome 5, ça, vraiment. Qui du coup me laisse penser, ça et une scène qui est dans l'épisode, que effectivement ils vont faire un mix entre tome 2 tome 5, qui ont des thématiques assez proches, et du coup j'espère qu'ils vont pas faire que 2 épisodes hein, pour conclure ça, hein, et j'espère que ça va se poursuivre un peu plus cet arc. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui vont pas dans cet épisode, le principal étant le rythme et autour de l'intrigue Shion, Mion, qui est qui. Comme je viens de le dire pour vous du coup, j'étais pas sûr que Keishi ait un doute sur Shion et qu'il pense pas que juste que c'est Mion déguisé. Je pensais qu'il était pas sûr, mais qu'il penchait plus sur le côté, ok, il y a vraiment 2 jumelles. Cet épisode-là reprend la scène du magasin en mode je me balade avec Shion et il y a Mion dans son magasin, je vois les deux en même temps, qu'est-ce qui se passe Bruce Wayne n'est pas Batman, mon dieu, je suis paumé. Problème étant que comme je l'ai dit, on n'a pas assez insisté là-dessus dans l'épisode précédent pour arriver à ce twist. Alors ça honnêtement, c'est un petit problème, mais je pense que ça se justifie. Ça se justifie parce que même si tu vois Mion un petit peu vénère en fin d'épisode, qui les ait confondus, quoi, je pense que c'est la raison d'être de la scène de la poupée qui, cette fois-ci, Keishi donne la poupée à Mion, et donc qu'il traite Mion comme un love interest potentiel avant de rencontrer Shion. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que Keishi n'est pas en mode « Oh, Mion, c'est trop un garçon manqué, jamais je pourrais sortir avec elle. Oh, mais attends, quand elle est en mode Shion et qu'elle montre un autre aspect de sa personnalité, là, je suis chaud. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le déroulé a été modifié dans un but qui me laisse assez dubitatif. Parce que dans cet épisode-là, peut-être que ça sera bien sur la durée, mais dans cet épisode-là, c'est vraiment traité à la blague. C'est traité avec un ton beaucoup plus léger que la scène de base dans le VN, ce qui encore une fois n'est pas un mal si effectivement il décide de partir en mode oui effectivement je peux autant aimer Mion que Shion, et je suis pas totalement en mode je délaisse Mion, mais ça va dépendre de ce qu'ils vont faire par la suite. Il va vraiment falloir que ce tome-là, pour compenser ça, parte dans une direction totalement différente. Et s'ils décident cette fois-ci de rester fidèles et de reprendre les scènes, par rapport à ce qu'ils ont changé, ça fera plus de sens. La romance n'est pas vraiment prise méga au sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'on se concentre plus sur le fait de rendre Shion flippante et de nous parler de la malédiction en fin d'épisode, plutôt que de se concentrer là-dessus. Mais avant de parler de cette fameuse scène de la malédiction, on va revenir sur le plus gros point négatif qui fait que cet épisode est l'épisode que j'ai le moins kiffé de tous pour le moment. La scène du concours de dessert, qui est honnêtement une des meilleures scènes du visual novel, l'une des plus drôles, l'une qui arrive à être les plus épiques dans son porte-nawak de jeu d'école tout simple, qui met en avant un peu tous les persos, qui instaure une certaine ambiance à un moment donné et qui arrive à faire rentrer un personnage dans une certaine ambiance qu'il n'avait pas avant. Bref, c'est une évolution de personnage à ce moment-là. Je m'attendais évidemment à ce qu'il se repasse pas la même chose du coup, parce qu'on en est clairement pas là, mais ils ont décidé de quand même mettre la scène des desserts à ce moment-là. Et là, je dis non. Comment c'est fait, c'est juste pas possible. C'est genre, oui Keishi, vas-y, viens manger des desserts. Il mange 3 desserts. Il y a la scène avec le gros qui renverse son truc et qui est là, vas-y, essuie. Comme un gros connard. Et Keishi qui s'en prend une. Non. Bon, déjà, c'est vachement dommage de ne pas avoir intégré les autres personnages. Hein. D'ailleurs, quand j'ai vu Rena et les autres en fin d'épisode au festival, je me suis dit, putain, elles manquaient vachement. Pourquoi ils les ont pas mis dans le concours de dessert? C'est what the fuck? C'était la partie la plus intéressante. Bref, et ça déjà, du coup, c'est vachement dommage parce qu'il y a moins l'ambiance de club. Encore une fois, le club est vachement mis au second plan. Et ça, c'est un truc qui commence à se voir, honnêtement. Et surtout, la scène avec le gros, la scène de base, elle est hilarante. Parce qu'il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire il y a un gros beauf qui voit Shion, qui lui fait un croche-patte et qui lui dit « Vas-y, essuie-moi ». Keishi s'en prend une en essayant de la défendre. Voilà, jusque-là, rien de vraiment à se taper le cul par terre.
Mais ensuite, c'est toute la vengeance et le plan mis en place par Keiichi qui revient en mode badass, qui rend la scène drôle. C'est ça qui rend la scène vraiment hilarante. C'est pas le fait de voir Keiichi s'en prendre une parce qu'il est pas capable de défendre Shion et de voir Shion essuyer les boules d'un gros beauf. C'est le fait qu'il vient de se passer un truc qui est pas si grave honnêtement. Bon oui, on va me parler... Non, je vais pas partir dans ce délire là, on va me parler féminisme en commentaire après. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas sur un meurtre, quoi. On est sur une situation dans School Life qui, voilà, est grave dans le contexte, mais voilà, comparé à ce qu'on a vu avant, ça reste un enjeu mineur. Et pourtant, il y a Keiichi qui part en mode ultra badass, qui arrive à retourner le cerveau de tout le monde, qui joue de sa manipulation de ses amis aussi. C'est à ce moment-là que les autres sont très importantes, parce qu'elles, de par leur talent, elles aident Keiichi à fomenter sa vengeance. Et il arrive à dominer le mec qui est un gros en fait qui maîtrise le kung-fu. Ça sort pas de nulle part, ça c'est vraiment dans le truc qu'on nous dit, nous explique oh j'ai regardé je sais pas combien d'animés de kung-fu et donc je suis devenu hyper fort, je suis Néo. Je suis le néo-taku, voilà, néo-taku. Mais voilà, et c'est ça qui rend la scène super drôle. Le problème ici, c'est que c'est juste gênant du coup. C'est vraiment ultra gênant. Alors ok, t'as Shion qui est un peu en mode oh, il va protéger, etc. Ce qui est un foreshadowing, d'ailleurs l'épisode est rempli de foreshadowing sur la condition de Shion. J'ai même envie de dire qu'il y en a tellement que j'ai l'impression que c'est plus là pour essayer de mettre des petits indices, mais qui sont pas dans une construction. Bon, je peux pas dire ça tout de suite parce qu'évidemment je sais pas comment ça va être traité, mais il y en a vraiment un peu trop, je trouve, pour que ça soit juste du foreshadowing. Là on est vraiment sur t'as vu, il y a un truc bizarre avec Shion. Mais enfin bon. Donc pas mal de foreshadowing avec Shion du coup, donc le je peux pas te pardonner, etc. Mais cette scène là du coup est juste horriblement gênante. Elle est gênante as fuck. T'as un gros porc qui est là, vas-y, essuie-moi. Et puis Keiichi qui peut rien foutre, qui fout rien. Le mec il reste allongé, il est là, il reste dans les pommes. Il se met une serviette sur le truc en mode j'ai protégé Shion, mais en fait je l'ai pas protégé parce que je sers à rien. Voilà, Keiichi il a perdu en charisme dans cet épisode, je suis désolé, alors que comme j'avais dit, Keiichi il avait gagné pas mal de points dans les épisodes précédents en tant que personnage principal. Et là il redevient le mec. Bon vas-y, je peux rien foutre, j'arrive à rien, parce que les autres du club sont trop forts, parce que tout le monde est trop fort, etc. Ne faites pas de Keiichi un espèce de random héros de School Life, c'est nul. Et même si ça sert à quelque chose par la suite, c'est vraiment le traitement de cette scène, quand je connais pourquoi elle est là à la base et comment elle est faite à la base, là c'est mal foutu je trouve. Et même si ce sera utilisé dans la suite ou quoi, ça rend juste Keiichi plus quelconque. Alors que de base c'était tout l'inverse, cette scène était censée le magnifier. Voilà, j'ai un problème avec comment c'est fait, j'ai un problème avec le fait de gâcher cette scène. Alors peut-être qu'elle va être reprise plus tard en mode vous vous souvenez de cette scène là, et on la refait, mais cette fois-ci voilà, il est avec ses amis donc ça se passe mieux. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage de gâcher une scène comme ça qui aurait pu être beaucoup plus utile. Et alors qu'en plus il y avait vachement moyen de faire beaucoup moins cliché, parce que vraiment le coup de comment Shion elle retombe, comment je peux dire ça, bon on va dire elle tombe sous le charme de Keiichi, allez, c'est fait de façon assez cliché, c'est pas ouf, surtout quand on connaît le background du personnage. Voilà, j'ai du mal avec comment cette scène a été faite. Le rythme aussi est assez lourd, il y a beaucoup d'éléments qui s'enchaînent et qui n'ont plus beaucoup de conséquences du coup. Il y a Shion qui est là, oui, genre typiquement Shion dans cet épisode elle passe de je suis méga en colère, je suis méfiante, je suis hyper joyeuse, je suis embarrassée, je suis hyper joyeuse, je fais chier ma sœur, je suis hyper contente, je redeviens flippante. Non, ça va trop vite, le personnage de Shion va beaucoup trop vite. Et là dans les épisodes précédents, il y avait beaucoup de scènes qui s'enchaînaient aussi, mais ça me gênait moins, parce que les personnages ne passaient pas du coq à l'âne en un seul épisode. Là, c'est vraiment ce qui se passe, et du coup, le personnage de Shion va beaucoup trop vite dans son on n'est pas encore dans du développement, mais dans son introduction, voilà, parce que ce tome-là, c'est surtout de la prod d'introduction, mais dans cette introduction, je trouve que ça va beaucoup trop vite, et cette fois, je le dis. Et on en vient au plus gros problème que j'ai avec cet épisode, outre la scène du concours de dessert,
c'est j'ai retrouvé ce feeling extrêmement désagréable que j'avais eu en matant l'animé précédent, quand il avait adapté le tome 2. J'ai retrouvé ce sentiment de m'en foutre des personnages, d'avoir l'impression qu'ils étaient inconsistants. D'ailleurs, la relation entre Mion et Shion est assez inconsistante dans cet épisode-là, parce que, encore une fois, on est sur du je fais chez ma sœur, ouais, mais on se taquine, ouais, mais je la déteste. Faut savoir, faut présenter la situation et la faire évoluer petit à petit, pas être en mode on s'aime pas beaucoup, on se taquine, on s'aime vraiment pas, je te déteste, nique ta mère. Voilà, j'ai retrouvé ce feeling désagréable que les personnages ne sont pas des personnages, mais des fonctions qui sont juste là pour faire leur action, quoi, et qui le font même pas bien en plus, parce que ça va trop vite. Et j'en ai pas fini avec les points négatifs, parce que qui on a dans cet épisode qui a introduit Takano. Alors, Takano, c'est visuellement le point positif de cet épisode. C'est-à-dire que, bon, le chara design est... En même temps, Takano, il y a vraiment pas grand-chose à faire pour son chara design, elle est assez similaire dans toutes les versions, mais voilà, le chara design est sympa. Beaucoup inspiré du premier animé, hein, je trouve. Mais Takano, l'animation de sa bizarrerie, parce que Takano c'est censé être le personnage vraiment excentrique, vraiment bizarre, qui arrive à te mettre inconfortable, qui est pas juste comme les autres personnages, qui a vraiment cette aura en plus de je fais flipper un peu. Et l'épisode appuie bien cet aspect-là. On a des proportions de personnages qui sont volontairement un petit peu pas déformées, mais des proportions qui sont pas respectées pour que le personnage, par exemple, fasse ce truc de je tourne la tête. Je peux pas le faire sinon je vais avoir une scoliose. Elle tourne la tête quasiment à 90 degrés en arrière en se tournant comme ça. Ce qui lui donne un côté assez étrange, qui est pas juste là pour la rigolade, mais qui est un petit peu plus malsain, un petit peu plus perturbant, et pas mal d'autres astuces comme ça, qui sont d'ailleurs pas mal en contradiction avec Tomitake, qui lui est toujours là. Oui, elle me fait toujours ça. Voilà. Du coup, c'est une introduction pas mal, mais le problème avec Takano, c'est que la scène du reveal en mode ah, t'as entendu parler de la malédiction, hein, Keishi, est vraiment... En fait, on en revient encore une fois à un problème qu'avait le premier animé, c'est-à-dire représenter à chaque fois ce qui s'est passé en mode, oui, il y a tel machin qui est mort l'année précédente, il y a une malédiction, il y a machin. Et le truc, c'est que cette scène, en fait, a vachement besoin de ça, repose sur ces fondations-là de Keishi qui commence à se poser des questions et qui commence à soit penser à une malédiction, soit penser à une série de meurtres, criminels j'entends. Et le problème c'est que comme on n'a eu qu'un seul épisode avant celui-là pour nous réintroduire ça, dans la transition entre la partie 1 qui du coup nous a mis sur des rails parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans l'épisode 4, et cet épisode-là qui doit nous le représenter sans que ce soit redondant, sans que ce soit chiant, et ça le devient un peu parce qu'on connaît déjà les tenants et aboutissants de cette malédiction. Keishi qui le redécouvre n'a pas forcément de réaction supplémentaire à part de dire mais c'est pas possible, c'est pas une malédiction. Quoique il l'avait même dit dans le tome 1 en fait. Et même si c'est très important pour introduire le personnage de Takano et surtout pour remettre cette ambiance bizarre autour de Shion, autour du village, etc., de méfiance, c'est fait de façon un peu chiante parce qu'on n'a pas eu le temps de se réhabituer à une ambiance normale avant. Le festival est du coup assez expédié, mais ça c'est compréhensible parce qu'on l'a vu il y a 4 épisodes, et surtout que cet épisode préfère se concentrer et nous balancer direct une ambiance de malédiction, d'enquête, etc. plutôt que de repartir sur du school life. Ce qui est une démarche qui me dérange, je viens de le dire, mais ça reste cohérent. Et en fait, si je dis ça de manière assez saoulée, c'est parce que oui, effectivement, ça arrive, il y a des événements qui arrivent, qui s'enchaînent, qui construisent un truc, mais qui sont pas prenants parce que on a enlevé un petit peu toute la fantaisie propre à Higurashi, on a enlevé toute cette ambiance amicale de compétition qui était pas d'anti-niaiserie même, j'ai envie de dire, qui rendait les personnages plus consistants, avec plus de force, et qui faisait que quand on en arrivait au moment poignant, on s'était attaché à eux. Et autant dans le premier arc, je le comprenais parce que il fallait introduire ça, et en plus la scène de meurtre était vachement bien.
Mais là, on entre dans le tome 2 et on ne s'est toujours pas vraiment beaucoup attaché au personnage. Et je dis ça alors que moi, je connais déjà. Alors les personnages, les personnes qui entrent dans l'animé, dans l'univers d'Higurashi avec cet animé, est-ce qu'ils trouvent pas les personnages un peu osef? Je pense que si, hein. Si moi déjà j'ai trouvé que ça allait trop vite et qu'on s'intéressait pas assez à comment les personnages réagissent. Voilà. J'y reviens, mais Shion paraît beaucoup trop niaise, Keishi paraît beaucoup trop sans contrôle sur les choses, ce qui est en mode je suis le héros, j'arrive rien à faire. Et Mion est trop en mode tout le temps gênée, alors que normalement elle devrait riposter, répliquer un peu aux situations, ce qui n'arrive jamais. Et ça me dérange beaucoup parce que les personnages en deviennent assez fades en fait. Bon, ils le sont pas totalement parce que, comme j'ai dit, on a eu pas mal d'éléments qui nous ont confirmé toute la tendance thématique, symbolique auquel ils vont avoir à faire face. Mais là, c'est pas encore assez fort, et c'est pour ça que je regrette que cet épisode se lance dans la partie malédiction tout de suite, et qu'il fasse entrer Takano et Tomitake dans le temple tout de suite. Et Shion et Keishi, pour le coup, en même temps. C'est parce que on n'a pas encore eu le temps de vraiment savourer toute l'ambiance et de se plonger dans l'univers. Là, tu les vois arriver dans le temple, tu vois juste un mec qui sait rien faire, le héros de School Life classique qui sait rien faire, et sa greluche qui est tout le temps collée à son bras, même si elle a un sourire narquois de temps en temps parce qu'elle est apparemment dangereuse, mais qui a fait la gourdasse un peu trop souvent pour qu'on la prenne au sérieux, qui rentre dans un temple interdit. Voilà, t'es pas sur le personnage avec une personnalité super avancée, qui est assez badass et qui a assez de contrôle sur la situation, qui perd ce contrôle, qui se retrouve alors qu'il était au sommet du monde avec tous ses amis et sa nouvelle vie, qui se retrouve d'un coup dans les abysses à potentiellement devoir crever. Voilà, ça me dérange dans comment c'est fait. Ça me fait même remettre en question pas mal l'épisode précédent, l'épisode précédent était mieux foutu en termes de rythme, en termes de scènes reprises et modifiées. Et en termes de romance, même ça marchait beaucoup mieux. Mais cet épisode-là, en comparaison, il te fait douloureusement enchaîner les événements sans grande passion, et même en gâchant certaines scènes. Et c'est ça qui me choque assez. Il exacerbe en fait des problèmes qui sont présents depuis le début, mais que je soulève pas parce que j'attendais que ce soit réglé avec ces épisodes-là justement. Et si les suivants arrivent pas trop à rectifier le tir, et définitivement ces problèmes vont être ancrés dans la série, on pourra pas s'en détacher. Et ça me fait... J'ai pas envie de revivre le premier animé, j'ai vraiment pas. Et cet épisode-là m'a vraiment donné la sensation de revivre le premier animé. Pas en aussi mauvais, parce que l'animation est meilleure, parce que les dialogues sont mieux retranscrits, parce qu'il y a plus de foreshadowing, parce que tu sens quand même qu'il y a certaines scènes, comme j'ai dit, qui veulent aller quelque part, avec la modification de la scène de la poupée, par exemple. C'est une adaptation qui est certes plus réfléchie, mais qui, là, dans l'exécution de comment c'est fait dans cet épisode-là, est pas ouf. Voilà. Alors bon, je donne peut-être l'impression d'être bipolaire, parce que j'ai tourné la vidéo précédente la semaine dernière. Et surtout comparé à l'épisode 4 où j'étais très jouasse. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de craintes et j'ai pas envie que ça reparte en Higurashi 1. Je le répète, c'est pas aussi désagréable à mater parce qu'il n'y a pas autant de problèmes formels qui te gâchent le plaisir sur la durée et même dans l'épisode en lui-même. On n'est pas sur un nanar absolu comme c'était le cas pour la précédente adaptation, mais voilà. Il y a quand même beaucoup de scènes qui sont gâchées, il y a quand même des problèmes qui commencent à apparaître et à être un peu exacerbés, qui seront peut-être justifiés par une nouvelle direction, qui sait. Mais voilà, c'est dommage de reprendre des scènes pour les faire en moins bien. Même si ça va quelque part, ça aurait été mieux de créer des scènes originales qui marchent en elles-mêmes et qui marchent dans la globalité, plutôt que de faire juste des scènes qui marchent pas et qui marchent dans la globalité quand même. Si elles marchent dans la globalité, ça, le temps nous le dira. Voilà, je vais pas trop m'apesantir sur cet épisode encore parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire en termes de références. Ça s'est un peu calmé, on est plus sur la folie furieuse des derniers épisodes, à part évidemment les foreshadowing comme j'ai dit. Les décors sont jolis, voilà, on poursuit là-dessus. La musique était vraiment exceptionnelle avant, je me répète, mais là, j'ai pas forcément remarqué de nouveaux thèmes ultra marquants, surtout le bruit des cigales qui revient. Mais bon, l'épisode se finit sur l'introduction dans le temple.
Il y a moyen de faire des choses vraiment énormes là-dedans. J'espère que ce sera pas rushé parce que s'ils rushent cette scène, définitivement les enjeux, les bases du tome seront mises à sac. La scène du temple, c'est la scène qu'il faut vraiment pas rater. J'espère qu'ils ont rushé un peu cet épisode-là parce qu'ils se sont dit putain le prochain faut pas qu'on le rate. Mais voilà, j'espère que ça va revenir parce que j'ai envie que cette adaptation qui a les clés pour être excellente, a les clés pour être exceptionnelle, a les clés pour être le meilleur animé de l'année, poursuivre dans la direction que l'épisode 4 avait lancé. En tout cas, j'espère que ça n'a pas été trop chiant à voir, hein. J'espère que vous avez pu regarder ça en entier, malgré le fait que je suis assez à l'arrache hein, sur la combinaison des deux reviews. La prochaine fois, ça prendra beaucoup moins de temps et bah, du coup, j'essaierai de me préparer à l'avance, j'aurai largement le temps pour ça. Mais voilà, et du coup, moi cette fois-ci, je vous dis vraiment à la prochaine. Ciao! D'ailleurs, le moment où Keiichi déguste ses boulettes, je pensais vraiment qu'elle allait avoir une aiguille dedans. Je sais pas pourquoi.